Mesdames, Messieurs, bonjour. 6e semaine de confinement. Un virus qui continue de tuer, une crise économique qui se confirme et les agriculteurs vont devoir faire face de surcroît à la menace d'une sécheresse et à des attaques de ravageurs contre lesquels nous n'avons plus vraiment de solution technique. Alors vous allez voir dans cette émission qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster, 6e semaine de confinement. Nous parlerons irrigation car le risque sécheresse plane sur nos contrées. Puis nous parlerons de la thermonébulisation. Nous découvrirons une bonne initiative d'un agriculteur et nous vous présenterons un bon plan. Enfin, nous terminerons avec notre rubrique La question qui tue. Mais avant tout, les news. Kubota vient d'investir dans une start-up californienne dénommée FarmX. Cette entreprise, née en 2014, est spécialisée dans les capteurs et l'intelligence artificielle. Son point fort est de proposer une plateforme qui permet de gérer et d'automatiser l'irrigation, mais aussi de minimiser le stress des cultures. Il faut savoir que Kubota travaille par ailleurs avec Advanced Farm Technologies, spécialisée dans les robots pour la récolte de fraises, et Abundant Robotics pour la récolte des pommes. C'est clairement la contre-attaque technologique de Kubota face à John Deere et Blue River, mais plus ciblée. Tout du moins pour l'instant, sur le secteur des cultures spécialisées, secteur qui est clairement stratégique pour le constructeur nippon. Compte tenu de la logique Innovation Center de Kubota, il est clair que de nouveaux accords devraient être annoncés prochainement. Alors que plusieurs filières souffrent de la crise Covid, alors que les betteraviers s'inquiètent des attaques de pucerons verts qui sont vecteurs de la jaunisse, les agriculteurs vont devoir faire face à présent à une sécheresse qui menace déjà les Hauts-de-France et le Grand Est. Vous allez voir dans cette émission, puisque c'est l'occasion de parler irrigation, un pivot d'une taille assez impressionnante. Nous sommes ici sur l'exploitation d'Allon, sur une parcelle de 147 hectares d'un seul tenant, équipé d'un pivot qui mesure 770 mètres de long, qui irrigue 127 hectares. Ce pivot qui a été changé en début 2020 pour avoir une taille de tube plus importante pour économiser de l'énergie électrique. Donc nous sommes équipés de sondes tensiométriques et capacitives pour gérer l'eau au plus près des besoins de la culture dans un souci d'économie de l'eau d'irrigation. Une parcelle de 140 hectares irriguée par un pivot, c'est rare en France, mais est-ce fréquent à l'étranger? C'est la question que nous avons posée à François Lévesque. François Lévesque, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous avez dirigé Vallée Irrigation, c'est une marque du groupe Valmont. Alors, vous l'avez dirigé à la fois à l'échelle européenne, mais aussi sur d'autres continents, et vous avez une vision notamment sur l'Afrique. Est-ce qu'il y a une limite en matière d'irrigation par pivot? Quelle est la parcelle maximale que l'on peut couvrir? Alors, en pivot, la taille des parcelles est très variable. Ça peut aller de 5 hectares je dirais, en pivot 120 hectares. Néanmoins, le pivot idéal, c'est un pivot de 50 hectares. Et donc, 7 travées. Et en fait, ce produit standard vient aussi du fait que ça a été inventé dans le Nebraska. Et dans cet État de l'Ouest américain, en fait, les parcelles étaient coupées par quart de mille, fois quart de mille. Donc, ça faisait en fait des blocs de 50 hectares. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une taille idéale parce que c'est un bon compromis entre les performances agronomiques et les performances économiques. C'est sûr que plus un pivot est grand, plus son coût par hectare va être faible. Mais néanmoins, plus un pivot est grand et plus il doit transporter un débit d'eau et un volume d'eau conséquent. Il faut savoir que les volumes d'eau sont très forts sur les dernières travées et peu sur les premières. Si on prend un pivot de 10 travées, par exemple, il faut savoir que 20% du volume est sur la dernière travée, alors que seulement 1% sur la première travée. Donc, si vous voulez, les conséquences agronomiques de ce système, c'est que avec un grand pivot, on a une accumulation de pluviométrie instantanée très très forte
qui vont engendrer des risques de battance, des risques de ruissellement, des risques de claquage et donc un risque de tassement du sol. Donc, si on considère que la composante agronomique est une composante fondamentale de la composante économique, il faut prendre en compte cet aspect-là. François Lévesque, merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous, Jean-Paul. En période de pandémie, on redécouvre les vertus de la désinfection à grande échelle. La technique la plus efficace est la thermonébulisation à chaud, une technique que l'on utilise déjà pour des applications agricoles. Thierry Fourmet, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que vous êtes un spécialiste de tout ce qui est désinfection et on va voir avec le coronavirus de plus en plus de sites à désinfecter. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il y a un procédé qui s'appelle la thermonébulisation qui est beaucoup plus performant que les autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe et la différence avec la nébulisation? La grosse différence entre la thermonébulisation et la nébulisation, c'est que la thermonébulisation, on émet un brouillard chaud et sur ce brouillard chaud, on met ce qu'on veut, c'est-à-dire un insecticide ou un désinfectant. Et entre autres, dans le cas du coronavirus, on peut thermonébuliser les bâtiments en remplissant tout le volume d'un brouillard chaud qui va se répartir partout, y compris sur toutes les surfaces inaccessibles, des claviers d'ordinateur ou des écrans d'ordinateur. Alors, c'est vrai que si on propose de la nébulisation, on a des gouttelettes qui sont beaucoup plus grosses. Voilà. En nébulisation, la taille, le spectre des gouttelettes ne peut pas descendre en dessous de 10 microns, alors qu'en thermonébulisation, selon la buse qu'on utilise, on peut avoir un spectre qui va de 2 microns à 10 microns, donc une taille de gouttelette importante qui va pouvoir monter dans les bâtiments puisque le brouillard est chaud. Et quand on traite par exemple un bâtiment de stockage de pommes de terre, il faut faire appel à quelle technologie, à quelle technique? De toute façon, systématiquement, quand on désinfecte ou quand on met un antigerminatif dans un bâtiment de pommes de terre, c'est de la thermonébulisation pour que le produit chaud se répartisse partout dans les pommes de terre stockées, entre autres dans les palox. Alors, donc c'est obligatoire. Quand on parle là aujourd'hui de traitement de désinfection de bureaux, pourquoi on fait appel à la thermonébulisation? C'est pour des raisons économiques? Bien sûr, c'est un procédé qui est très rapide avec un appareil qui est très performant, qui nous permet de traiter des surfaces importantes très rapidement et à des coûts très étudiés. Est-ce qu'il n'y a pas un danger par rapport aux lignes électriques? Alors justement, l'intérêt de la thermonébulisation, c'est qu'on met en gros 5 grammes de solution désinfectante au mètre cube, donc on a très peu d'humidité qui se dépose et aucun risque électrique avec les appareils qui sont dans les bureaux. Merci beaucoup Thierry Fourmet. Merci, bonne journée. Merci. Cette semaine, nous avons sélectionné une super initiative d'un agriculteur de l'Oise. Damien Hurtaud, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu votre initiative? Oui, nous sommes 3 agriculteurs voisins sensibilisés par la crise sanitaire. Nous avons décidé de faire un petit geste envers les populations qui n'ont pas eu la chance de pouvoir travailler comme nous. Donc, ce petit geste a été la distribution de denrées agricoles issues de nos exploitations. Donc, on a, sur les 3 communes, il y a à peu près 900 habitants. On a distribué des pommes de terre, de la farine, du sucre et des œufs, et en ayant un petit mot pour chacun, en leur expliquant que l'agriculture française était importante, que nos rayons étaient encore pleins et qu'ils pouvaient que se féliciter d'avoir des agriculteurs locaux. Bon, Damien Hurtaud, félicitations, super initiative et merci beaucoup. Il y a de plus en plus d'installations de biogaz et les techniciens de maintenance sont particulièrement recherchés. C'est notre bon plan de la semaine. Julien Schmitt, alors il y a une formation aujourd'hui justement pour la maintenance de la biométhanisation? Oui, c'est tout nouveau. On vient de lancer une formation donc pour former des techniciens ou des techniciennes de maintenance biogaz par alternance. Cette formation, elle s'adresse non pas aux exploitants d'unités de méthanisation, mais aux entreprises qui sont au service de ces unités de méthanisation. La première promo va débuter le 8 septembre 2020. La formation sera réalisée à l'Institut des ressources industrielles
qui est le centre de formation par alternance de la branche métallurgie du Rhône, donc à Lyon. Et on a déjà 12 entreprises du secteur du biogaz qui proposent 12 contrats d'alternance. Donc, c'est possible de les retrouver sur le site de l'Institut des ressources industrielles. Et on a aussi beaucoup plus de demandes, ce qui fait qu'on aura une seconde promotion dès janvier 2021, où on a déjà 4 entreprises qui sont présentes et à chaque fois, on aura 12 places. La formation, elle n'est pas trop chère puisque le reste à charge pour les entreprises, c'est 2 500 € par alternance. Et ensuite, la formation, eh bien, ça sera 22 semaines en formation et 46 en entreprise. Et ça permettra d'obtenir un titre de technicien supérieur de maintenance industrielle, où on aura les 3/4 de la formation qui seront de la formation classique de technicien de maintenance et les 25% où on aura une couleur très forte, spécifique sur le secteur du biogaz. Toute dernière question, si on veut s'inscrire, où on s'inscrit? Et deuxième point, est-ce que pour les étudiants, cette formation est payante ou pas? Alors pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le site internet de l'Institut des ressources industrielles à Lyon, de chercher technicien de maintenance biogaz et ça sera facile de trouver. Ensuite, c'est une formation qui est gratuite pour les étudiants puisqu'ils seront en contrat d'alternance avec les entreprises. La formation, elle s'adresse pour des gens qui ont un bac pro. Voilà. Ce bac pro peut être en électrotechnique, en mécanique, en machinisme agricole. Voilà, il peut y avoir différentes filières, mais c'est un bac pro minimum et c'est ouvert aux garçons comme aux filles. Merci beaucoup, Julien Schmitt. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique « La question qui tue ». On voit la catastrophe avec nos engins agricoles qui roulent très très vite. En particulier ces tracteurs qui roulent à plus de 50 km/h, qui sont complètement débridés, avec des engins qui ne sont pas réglés ou mis aux normes derrière. Je pense au rond-point roulé, surtout avec des jeunes chauffeurs qui ne sont pas expérimentés. On voit la catastrophe, l'accident, mais aussi à la catastrophe financière pour les propriétaires de ces engins. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Absolument faire respecter le 40 km/h exact, mais que les tracteurs soient aussi passés au contrôle technique. Je vais peut-être me faire taper sur mes collègues, mais il faut absolument que tous les engins soient, comme en Allemagne, passés au contrôle technique, tout simplement. Merci beaucoup, Paul Campras. Merci. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que chaque jour, nous publions de nouvelles émissions sur notre chaîne YouTube. C'est très simple, c'est gratuit, il suffit de s'abonner. Je vous souhaite une excellente semaine.